L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Nouvelle édition sur Africable Télévision. Bienvenue dans Afrique Soir. Voici les titres de ce journal. En Côte d'Ivoire, 2 ans après la chute de Laurent Gbagbo, le pouvoir ivoirien ordonne l'exhumation des corps des victimes de la crise post-électorale pour aider à la manifestation de la vérité. Mais 2 ans après, où en est la réconciliation nationale? Nous irons au Venezuela pour parler de l'autre facette de ce pays. Le candidat de la droite, Enrique Capriles, tente d'imposer une image de modernité et de changement. Qui est-il vraiment et qui sont ses électeurs? Élément de réponse dans ce journal. Et puis au Mali, la gestion des populations déplacées et réfugiées continue de mobiliser les bonnes volontés. Ce jeudi, le groupe Nestlé, leader mondial de la nutrition, a offert à ces populations des lots de produits d'une valeur de 20 millions de francs CFA. Mesdames et messieurs, merci de nous accueillir chez vous et bonsoir. La réconciliation en Côte d'Ivoire, une priorité affichée d'Alassane Ouattara, de passage à Paris où il a été reçu par son homologue français. La réconciliation, le président ivoirien l'a encore rappelé. On l'écoute. La réconciliation prend du temps. Nous avons 2 ans de présence à la tête de l'État. Nous avons l'obligation, je ne dirais pas la volonté, de réconcilier les Ivoiriens, de les rassembler. Et c'est pour cela qu'on est chef de l'État. Quand on est chef de l'État, il n'y a pas des Ivoiriens qui vous sont plus acceptables que d'autres. Donc nous continuons notre travail. Nous considérons que ces choses-là se développent bien au niveau des populations. Nous encourageons les partis politiques à s'insérer dans cette évolution de réconciliation. Côte d'Ivoire toujours, 2 ans après la chute de Laurent Gbagbo, le pouvoir ivoirien ordonne l'exhumation des corps des victimes de la crise post-électorale pour aider à la manifestation de la vérité. Mais 2 ans après, où en est la réconciliation nationale? Un reportage de nos correspondants permanents à Abidjan, Ange Arman Niani et Arman Dogo. Depuis plusieurs jours, ils sont à l'œuvre pour exhumer les 57 fosses communes répertoriées dans la ville d'Abidjan, les restes des corps des victimes de la crise post-électorale. Une initiative gouvernementale qui devrait s'étendre à l'ensemble du pays tout au long de l'année. Exhumer ces corps, regarder un peu vers le quotidien difficile des victimes et des parents des victimes, ça va tendre vers la réconciliation qui ne pourra se faire au détriment du droit des victimes. Nous sommes à Yopougon. Il y a 2 ans, dans l'enceinte de cette mosquée, 4 personnes ont été froidement assassinées puis ensevelies. Mais l'opération d'exhumation des corps des victimes va au-delà des considérations sanitaires et religieuses. Elle tend enfin à donner à la justice les moyens d'organiser des procès sérieux, transparents et équitables, afin que l'impunité cesse d'être une règle dans ce pays. 2 ans après la chute de Laurent Gbagbo, les parents des victimes des massacres de Douékoué estiment eux aussi une justice équitable. Au plan politique, le dialogue du pouvoir avec le principal parti de l'opposition, le Front populaire ivoirien coince. Le FPI ne participe à aucune compétition électorale. Le FPI lance encore une fois un appel solennel et pressant au pouvoir afin qu'il se ressaisisse et s'engage sans faux fuyant dans la voie de la vraie réconciliation. Un dialogue politique difficile, une réconciliation nationale à l'épreuve de vieilles rancœurs. Construire ici durablement la paix, c'est l'autre gros challenge du pouvoir ivoirien. Nous poursuivons avec l'actualité. 3 ans après le lancement, le programme des volontaires de la CEDEAO fait son chemin. À cette étape, l'ambition des initiateurs est d'étendre davantage le projet à d'autres pays de l'espace communautaire. Voilà déjà 3 ans qu'a été lancé le programme des volontaires de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Bien que dans sa phase pilote, le programme enregistre quelques acquis.
Une manière pour la communauté ouest-africaine de passer de la CEDEAO diplomatique à la CEDEAO des peuples. La CEDEAO a adopté une nouvelle vision, une vision 2020, qui vise à passer d'une CEDEAO des États à une CEDEAO des peuples, c'est-à-dire une CEDEAO qui n'est plus une CEDEAO de table ronde, de discussion, de réunion, mais une CEDEAO qui est vraiment sur place, sur le terrain dans les États membres. La condition préalable dans ce programme est qu'aucun volontaire ne serve dans son propre pays. C'est ainsi que des Burkinabés, des Togolais et des Nigérians fournissent actuellement une aide considérable à des pays en situation post-conflit comme la Guinée et le Libéria. Oui, ce sont comme vous dites, des pays post-conflit qui sortent de guerre. Il faudra tout réorganiser. Et ces besoins-là ont été formulés par les pays demandeurs. Nous insistons sur notre approche, c'est l'offre et la demande. Les pays demandent des volontaires et nous offrons les compétences à ces pays-là. 59 volontaires sont déjà sur le terrain, 40 autres sont attendus bientôt pour des destinations comme la Sierra Leone. Mais pour que tous les pays de la CEDEAO soient impliqués dans ce programme, il faut de l'argent et c'est ce qui manque. Je l'annonçais dans les titres, la gestion des populations déplacées et réfugiées continue de mobiliser les bonnes volontés dans un impressionnant élan de solidarité. Ce jeudi, le groupe Nestlé, leader mondial de la nutrition, a offert à ces populations des lots de produits d'une valeur de 20 millions de francs CFA, composés de lait, de blé et autres nourritures. La cérémonie de remise s'est déroulée au Centre international de conférence de Bamako en présence du ministre malien de l'action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées, ainsi que des responsables du groupe Nestlé et ses partenaires. En réceptionnant ce don, le ministre Mamadou Sidibé s'est dit satisfait de ce geste du groupe Nestlé. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de nos reporters Seydou Niaré et Georges Atino Koulibaly. Ces dons que nous recevons sont dédiés à des populations qui sont aujourd'hui très fragilisées, très meurtries. Et comme vous l'avez dit, il y a des femmes et des enfants qui sont nécessiteuses et qui sont fragilisées. Je vous disais tout à l'heure que les produits Nestlé, comme vous l'avez dit, sont connus de partout et qui servent à tout le monde, du plus petit au plus grand. Et que nous revenons de Gao il y a quelques jours, que nous avons trouvé des populations qui sont restées très dignes, qui croient au Mali, et qui connaissent leurs problèmes et qui vivent avec. Et une de leurs préoccupations aujourd'hui, c'est le fait que les denrées qu'ils recevaient très facilement, soit par l'Algérie, soit par la Mauritanie, notamment le lait, devient rare sur le marché. Et même quand il existe, ils ont du mal à l'acheter. Donc c'est vraiment avec un réel plaisir que je reçois aujourd'hui cette dotation. Et le moment ne pouvait pas être mieux choisi. Et je vous annonçais tout à l'heure aussi que nous sommes en train de préparer un convoi qui va partir, nous pensons, en tout cas avant la fin du mois d'avril, vers Gao-Tombouctou. Et je pense que ces produits trouveront leur place dans ce convoi pour le bien-être de l'ensemble des populations et des enfants en particulier. Mali toujours, dialogue et diversité culturelle. C'est le thème de la causerie débat organisée ce jeudi à Bamako par le réseau culturel KIA. La rencontre d'aujourd'hui est la première d'une série. Elle vise à contribuer, entre autres, à la recherche d'une paix durable, à accompagner le changement et la réconciliation et à aider à la renaissance du Mali. Amorcer une nouvelle perspective pour le Mali à travers le développement d'une vision globale, tel est le credo du réseau culturel KIA à travers l'organisation d'une série de causeries débats, dont celle d'aujourd'hui, pour permettre de mieux cerner les enjeux de la construction des nouveaux Mali et d'éviter les erreurs du passé. À l'analyse aujourd'hui, nous avons compris avec la situation politique et la gouvernance, mais la crise n'est pas seulement politique, c'est aussi une crise éminemment culturelle. Donc c'est pourquoi aujourd'hui nos amis sont venus pour nous proposer des pistes de solutions, pour nous indiquer les enjeux majeurs sur lesquels nous devrons cerner pour bâtir le Mali de demain et pour construire un avenir commun.
Ces échanges, que les organisateurs veulent démocratiques et respectueux des valeurs locales, se feront en français et en bambara, avec la participation de toutes les couches sociales du pays. Comment on peut se reconnaître si on ne fait pas allusion aux identités, aux ethnies, qui je suis? Parce que pour être dans une nation, il faut que dans la nation me reconnaisse comme spécificité. Quand on se parle, on se comprend, dit-on. C'est pourquoi cette plateforme du donner et du recevoir, avec un panel de personnes ressources, a enregistré une grande participation de la jeunesse. Disons qu'il y a une certaine prise de conscience de la jeunesse, qu'elle doit participer au débat, qu'elle doit trouver avec les autres composantes de la nation malienne les solutions aux problèmes. Donc je pense qu'elle s'active davantage à la recherche de solutions. Selon les organisateurs, les recommandations issues des différentes rencontres, des propositions de solutions, seront largement diffusées et transmises aux plus hautes institutions du pays. Dans le reste de l'actualité, le Bénin a renforcé les capacités managériales des systèmes de santé dans l'espace francophone africain. C'est l'objectif que vise l'Agence de médecine préventive AMP en initiant à Cotonou une formation en licence professionnelle en logistique de santé à l'intention de 24 stagiaires venus de ces pays. Cette formation qui se déroule à l'Institut régional de santé publique IASP de Ouida au Bénin est organisé en partenariat avec l'Université d'Abomey-Calavi. Un reportage de notre bureau à Cotonou. Optimiser les moyens techniques et les ressources mises à la disposition du corps médical en vue de l'efficience des opérations de santé en Afrique subsaharienne, c'est ce défi que veut relever l'Agence de médecine préventive AMP en initiant la première licence professionnelle en logistique de santé sur le continent. C'est l'Institut régional de santé publique de Ouida au Bénin qui abrite cette formation dont le but est de fournir des logisticiens de santé qualifiés en vue du renforcement des systèmes de santé des États africains. La formation concerne l'ensemble des domaines de la logistique qui ont été définis par les partenaires et les pays de la région. Il s'agit donc de la gestion des intrants et des produits de santé, les médicaments, les vaccins, les produits dérivés du sang, les produits biologiques, mais aussi la gestion des déchets biomédicaux. Il s'agit de la gestion des équipements biomédicaux, les équipements de chaîne du froid, les équipements de laboratoire, les équipements de transport. Il s'agit des infrastructures, de la fourniture en eau et en énergie, en assainissement, mais aussi d'être capable de répondre aux crises et urgences humanitaires. La première promotion de cette licence professionnelle en logistique de santé est constituée de 24 étudiants, dont 5 femmes, tous provenant de 8 pays d'Afrique francophone. Ils sont issus pour la plupart de programmes de santé publique. Au terme de leur formation, ils seront capables aussi de gérer et coordonner tous les aspects du volet logistique des opérations de santé. Nous voyons aussi le logisticien non pas comme un technicien capable de réparer un réfrigérateur, mais surtout un manager capable d'organiser les systèmes logistiques. Il doit donc être doté de capacités de management, être capable d'analyse de situation, de planification, d'évaluation et surtout de pouvoir travailler au sein d'une équipe multidisciplinaire de santé aux différents niveaux du système sanitaire. Le diplôme qui sera délivré dans le cadre de cette licence professionnelle est reconnu par toutes les universités africaines. Cela devrait permettre une meilleure reconnaissance de cette profession et faciliter l'insertion des agents formés dans les systèmes de santé publique. À présent, l'actualité en bref et en images, rassemblée et commentée par Khadija Kiti. Le chef du groupe islamiste Boko Haram, Aboubakar Shekou, a rejeté toute idée d'amnistie une semaine après que le président du Nigeria, Goodluck Jonathan, ait commandé un rapport sur l'impact d'une telle mesure. Boko Haram affirme se battre pour la création d'un État islamique dans le nord du Nigeria, majoritairement musulman. L'Afrique du Sud, pays qui compte le plus de séropositifs au monde, a lancé un nouveau programme de distribution de médicaments antirétroviraux pour simplifier le traitement réduit de 3 à 1 seul comprimé par jour au prix le moins cher du monde. Une action qui permettrait la prise en charge de 2,5 millions de personnes dans les 2 prochaines années.
Le montant du budget des États-Unis pour l'année 2014 est de 3 770 milliards de dollars. Barack Obama a envoyé son projet de budget aux élus du Congrès ce mercredi. Le document prévoit de réduire le déficit des États-Unis de 1 800 milliards de dollars supplémentaires sur 10 ans. C'est l'un des titres de cette édition. On parle trop souvent du Venezuela d'Hugo Chavez, mais Enrique Capriles est l'autre facette de ce pays. Le candidat de la droite a voulu imposer une image de modernité et de changement. Alors, qui est-il vraiment? Qui sont ses électeurs? Élément de réponse dans ces reportages. Un public en transe, c'est toute l'opposition qui met son destin dans les mains d'Enrique Capriles. Souriant, jeune, il parade avec une ex-Miss Monde derrière lui. Il pense représenter avec ses images la modernité. Isla Margarita est descendue dans la rue avec une attente, celle de beaucoup de Vénézuéliens, réduire l'insécurité. J'ai un petit enfant et j'ai peur qu'en grandissant, il sorte dans la rue et se fasse tuer. C'est ce que vit mon pays, avec ces gens mal intentionnés. Capriles, lui, voit les choses en grand. Le Venezuela a les plus importantes réserves de pétrole de la planète. Nous sommes aujourd'hui le pays du continent où la violence est la plus importante, où l'inflation est la plus importante, avec les pires salaires pour nos travailleurs. Nous sommes un pays où les choses peuvent aller beaucoup mieux. Je veux le progrès pour mon pays. Alors les équipes travaillent sur les moindres détails. Cette petite affichette veut peut-être dire une voix. Les choses sont difficiles, mais on va voir qui va gagner. Au quartier général, les finances seraient asséchées par la précédente campagne. Mais les conseillers ne partent pas battus. Ils restent focalisés sur leur candidat. Le discours de Nicolas Maduro n'intéresse pas grand monde. Ils ont tout à perdre pour une raison. Nicolas n'est pas Chavez. Les mensonges de Nicolas sont de notre côté. Il y a beaucoup d'énergie, de motivation, d'enthousiasme et surtout la conviction d'être en lutte. Pour trouver les soutiens de Capriles, il suffit d'aller au cœur de sa base électorale, dans les quartiers aisés de Caracas. Dans cette famille, les parents sont à la retraite, les enfants commerçants. Le père est anti-chaviste, il l'a trouvé trop laxiste. Nous sommes en train de mourir et ce gouvernement ne fait rien contre la délinquance. Une idée soutenue par la mère, mais la fille et le fils ont d'autres raisons de voter Capriles. Son principal objectif est de donner une éducation de bonne qualité aux gens. Parce que ceux qui sont au pouvoir actuellement, ils veulent changer la façon d'étudier vers une sorte d'entraînement politique. Et ça, c'est très dangereux pour ma famille. J'ai un fils, je ne veux pas qu'il soit embrigadé politiquement. El Flaco, le maigre, c'est le surnom de Capriles. Il doit faire grossir ses rangs car ce libéral a besoin des classes populaires. Je suis là pour les pauvres, déclare-t-il. Peut-être un peu court et insuffisant pour gagner. De l'Amérique du Sud, nous poursuivons avec l'actualité en Amérique du Nord avant de refermer cette édition. Après le drame de Newton, la Maison-Blanche avait promis des changements radicaux dans le dossier des armes. Mais le sujet est actuellement trop sensible aux États-Unis. Finalement, un accord au rabais a été trouvé au Congrès. Les antécédents seront systématiquement vérifiés avant les achats d'armes dans les foires et sur Internet. Petite concession qui surprend en partie le projet Obama. 40% des ventes d'armes ont lieu dans les foires spécialisées et sur Internet. Les républicains et démocrates se sont mis d'accord pour voter sur une loi qui permettrait de mieux vérifier qui essaye de se procurer des armes ainsi. Si étendre les vérifications d'antécédents de potentiels acheteurs pour inclure les achats d'armes dans les foires et sur Internet peut empêcher les criminels et les malades mentaux de se procurer des armes sans que cela n'enfreigne le droit constitutionnel, alors je crois que nous devons le faire. Un compromis qui ne va pas aussi loin que ce que demande la Maison-Blanche, comme l'interdiction des armes d'assaut et la suppression des chargeurs à grande capacité. Les ventes privées entre amis continueront d'échapper à tout contrôle. Le président Barack Obama aurait préféré un texte plus fort, mais il a salué l'accord des sénateurs, son épouse les encourageant hier à passer à l'action. Nous ne pouvons pas stopper toute la violence dans le monde. Mais s'il y a ne serait-ce qu'une chose que nous pouvons faire pour sauver la vie d'un autre enfant ou empêcher le deuil d'un parent, comme celui qui touche tant de familles aujourd'hui, alors nous avons l'obligation de le faire.
Depuis le début de la semaine, des proches des victimes de tueries, comme celle de Newtown en décembre, arpentent les couloirs du Capitole pour tenter d'infléchir les politiciens. Je serai heureuse si certaines mesures passent, mais je n'arrêterai pas de me battre. Je continuerai mon combat, que ce soit pour interdire les armes automatiques, les vérifications d'antécédents, la taille des chargeurs. Car la plupart des fusillades ont été perpétrées justement avec ce type d'armes. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Surtout, passez une excellente soirée en compagnie des programmes d'Africab Télévision. L'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable.